que du rappel et parallèle aux premières saisons dans cet épisode, dites-moi. Vraiment, depuis quelques temps, on sent que ça veut jouer sur la nostalgie entre guillemets, parce que je pense que c'est pas non plus ça, quoi. Mais ça veut vraiment rappeler qu'il y a un début et nous faire une petite réminiscence de ce qu'on a vu durant toute la série. Donc c'est très cool, ça, oui, on sent que ça veut prendre le plus possible en compte, le plus possible mettre sur le tapis ce qu'on a fait avant dans la série. Et j'apprécie ça, vraiment, il n'y a aucun problème avec ça pour moi, ça me fait plaisir. D'une part, à Port-Réal, pas mal d'événements qui se produisent, déjà avec Bran qui a une petite conversation avec Baelish, Baelish qui essaye un peu de se le mettre dans la poche en disant voilà le glaive avec lequel on a essayé de vous tuer, et je ne sais toujours pas d'où il vient exactement, même si d'après ce que j'ai compris c'est lui qui a mis ça en place. Donc voilà, donc ce glaive en question je vous le donne pour ma bonne volonté, tout ça en essayant de le convaincre un petit peu avec ses mots, et il le casse assez vite dans son élan, Bran, avec une phrase qu'il a dite dans la saison 3 ou 4, je sais plus en détail, le moment où il a fait tuer sa prostituée principale qui travaillait pour Varys. Là, le chaos est une échelle. Une échelle à gravir pour atteindre le pouvoir, hein, c'est un peu comme ça qu'il avait présenté la chose, et il dit rien de plus que ça, Bran, pour lui faire comprendre qu'il connaît ce type, qui sait comment il pense. Et c'est assez fort, ça. Et oui, on veut appuyer un truc autour de Bran que j'avais pas bien capté dans l'épisode précédent, et je trouve que oui, là ça passe mieux, comme quoi en devenant la Corneille, vraiment en ayant pleinement pris ses fonctions, même si c'était pas super clair dans dans la fin de la saison précédente, mais j'imagine que c'est au moment où il a découvert tout le passé de son frère que toutes les connaissances lui sont venues comme ça, il est devenu la Corneille totalement. J'imagine que c'est ça. Bref, en devenant la Corneille, il a quasiment effacer la personnalité de qui il était avant, et il est devenu donc cette espèce de personne omnisciente qui a quasiment plus aucune émotion, quasiment, je pense qu'il doit en avoir quand même un petit peu, mais quasiment plus, et ça se montre un peu plus avec le personnage de Mira qui part pour rejoindre son pays, les siens, son royaume, et où Bran lui dit juste bêtement merci pour ce que t'as fait, et sans plus. Alors que bon, ça fait un petit moment qu'ils taillent l'arbre ensemble, etc. Ils ont un lien particulier. Et Mira lui dit après tout ce qui s'est passé, tous les gens qui en sont morts pour toi, moi qui ai failli mourir pour toi, c'est tout ce que t'as à me dire. Et Bran dit clairement qu'il n'est plus totalement Bran, qui maintenant beaucoup plus que ça, et ouais, Mira se dit ouais, qu'il est mort en fait, hein, il est mort dans cette grotte, et que maintenant la personne qu'il a connue n'est plus là. Voilà, il y a ce côté pour évoluer, pour avoir cette connaissance, il a perdu une partie de lui-même. Alors c'est très intéressant, je trouve ça un petit peu bizarre, parce que Père Fouras, quand il était avec lui, excusez-moi je sais pas son nom à ce type là, l'ancienne Corneille, quand il était avec quand il était avec lui, ça donnait pas trop l'impression que c'était le cas, que c'était comme ça qui fonctionnait, mais je sais pas, peut-être parce qu'il était jeune et que lui ça a un autre effet, je ne sais pas trop, mais c'est intéressant de voir ça, hein, et ce sera un peu appuyé par la suite, puisque à Port-Réal, il y a Arya qui revient. Alors vraiment, on les enchaîne, hein, les retrouvailles à Port-Réal, hein, et ouais, quoi, il y a un passage qui fait totalement parallèle avec un épisode de la saison 1 où elle s'habillait en haillons et on la reconnaissait pas en tant qu'Arya. Et c'est exactement la même chose avec les gardes de la porte, quoi. Même au niveau des angles de caméra, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire exactement la même chose que cette scène, parce que ça m'a trop rappelé ça en fait. Voilà, avec les deux gardes de Winterfell qui la reconnaissent pas et qui se disent oui, tu dis que t'es Arya, mais on ne croit pas, elle est censée être morte. Et donc il y a une espèce de petite routine où elle les convainc plus ou moins de la laisser entrer, elle se faufile un petit peu, et Sansa finit par reconnaître qu'elle est là. Il y a les retrouvailles entre elles qui sont très touchantes elles aussi, où on appuie bien un petit peu qu'elles ont vécu l'enfer, une histoire assez longue à raconter l'une l'autre pour en arriver là où elles sont. C'est assez fort, de très bonnes retrouvailles, et Sansa lui parle donc de Bran, vers qui elle se rend. Et donc on a cette espèce de moment assez fort où presque le reste de la famille Stark est réuni. Voilà, les trois enfants survivants sans Jon Snow sont réunis.
pour montrer un petit peu que la famille Stark n'est pas morte, qu'il reste quelque chose. Et une fois de plus, ça affiche aussi donc l'émotion d'Arya qui retrouve son frère qu'elle croyait perdu, c'est très fort aussi, hein. Vraiment, c'est ce genre de truc, ce moment de retrouvailles, surtout après toutes ces saisons où ils se sont plus revus. Bien entendu que ça vous touche émotionnellement, hein. Faudrait vraiment faire ça comme un cingouin pour pas que ça vous touche. Donc ça se ressent très bien, ça aussi. Mais il y a aussi le fait que, ouais, Bran est une espèce d'enveloppe qui contenait l'ancien Bran. Maintenant, c'est plus la corneille et donc il a beaucoup moins d'émotions. Et donc, ouais, ça met un petit peu légèrement mal à l'aise ces deux sœurs qui ont un peu plus de mal à le reconnaître. Cela dit, ouais, il y a Bran qui donne la petite dague que lui a passée Baelish à Arya, histoire qu'elle ait une petite arme en plus. Tiens, t'en auras plus besoin que moi, je suis un infirme, ça ne servira à rien. Sachant que, au passage, cette dague est en acier valyrien. Ah, ben ça tombe bien. Est-ce que ça a déjà été dit, ça? Je me souviens plus. Si ça se trouve, c'était dit dans la saison 1. Hein, cette fameuse dague qui a été, qu'on a essayé d'utiliser pour tuer Bran dans son lit. Peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas, ça fait un peu gros comme ça sur le coup, mais si ça se trouve, c'était dit. Donc, je ne me prononce pas trop. En tout cas, voilà quoi. Il y a ce côté assez fort dans cette réunion et cette espèce de petits bémols intéressants, hein, pas mauvais du tout, mais bémol dans l'émotion autour de ça, parce que Bran est plus tout à fait lui-même. Donc c'est bien affiché ça, j'ai bien apprécié ça. Et il y a un passage très beau où Brienne voit les deux sœurs réunies avec leur frère qui rentrent à Winterfell, au château de Winterfell, et où elle se sent un petit peu accomplie, elle est contente de voir que ouais, les filles Stark sont réunies, elles ont pu être sauvées, être remis là, elles sont sans cette fierté-là. C'est un très bon moment. Et ouais, j'avais un peu de mal avec la façon dont était dépeint Bran dans l'épisode précédent, mais là vous l'exploitez bien et je trouve que ça rend quelque chose d'intéressant. Après, on a une autre scène que j'ai bien appréciée, même s'il y a un petit détail qui me gêne un chouïa, où donc Brienne continue d'entraîner Podrick, qui donne pas l'impression d'avoir énormément évolué depuis le temps. je sais pas, apparemment il a atteint sa limite, mais bon, ça change pas grand chose des autres fois où on l'a vu se battre, quoi, hein, le moment où il se fait la mine à chaque fois par Brienne. Et bon, en tout cas, ça amène Arya à se présenter devant elle pour avoir quelques séances d'entraînement à l'épée. Et ouais, elle est super vantarde, je me la pète, ouais, je me débrouille très bien avec ma petite aiguille, qui apparemment arrive à contenir quand même la force d'une épée en acier valyrien. Parce que je rappelle que l'épée de Brienne est en acier valyrien, ou alors c'est une autre épée qu'elle utilise, je sais pas trop. En tout cas, voilà, elle se la pète bien et elle joue à fond sur l'agilité pour esquiver les mouvements, etc. Et elle a clairement le dessus sur Brienne, qui est impressionnée par ça. Alors bon, le fait est que, tout de même, bon, on montre que Brienne arrive à avoir un petit peu le dessus à un petit moment, mais le fait est que quand même, ça me fait ça m'embête un chouïa que Brienne se fasse à ce point dépasser, comme ça. Mais bon, j'imagine, on peut mettre ça sur le compte de la surprise. Parce que, voilà, c'est pas une méthode de combat qu'elle a souvent l'habitude de voir. C'est pas impossible, c'est vrai. Je reconnais, il doit y avoir ça. Et puis, il y a ce côté reconnaissance. Ouais, vous êtes forte, on se reconnaît entre eux, notre valeur, etc., qui était bien. Il y a Brienne qui demande, où est-ce que vous avez appris ça? Qui vous a appris ça? Et elle répond, personne. Petite référence, c'était mignon. Alors le seul truc qui me gêne vraiment dans cette scène, c'est que il y a Sansa qui les observe d'en haut, et elle semble mal prendre cette session d'entraînement pour une raison qui m'échappe un chouïa, je vous cache pas. Voilà, je vous cache pas, ça m'échappe un chouïa, pourquoi c'est comme ça, mais bon. Ok. Bon, sinon, du côté de Daenerys et Jon Snow, on a donc Jon qui s'apprête à miner donc le coin dans les grottes de Père Dragon pour trouver du ver dragon. Ça me ferait toujours marrer ça. Et donc il interpelle un petit peu Daenerys pour lui montrer ce qu'il a trouvé, le gisement qu'il a trouvé. Daenerys qui décide de le suivre seul. Apparemment, elle a totalement confiance en lui. Elle ne prend même pas de garde pour la protéger, histoire de non, je le suis toute seule, ça va, y a pas de problème. Ok, très bien. Et ouais quoi, il lui montre le gisement et aussi des inscriptions sur le mur
qui montre donc que le conflit avec les marcheurs blancs existe depuis bien longtemps, qu'il y avait le peuple de la forêt ou un truc comme ça. J'imagine que c'est ce qui correspondait aux dryades qu'on avait vu avant. Je pense qu'on a donné leur nom avant, qui existaient avant et qui ont combattu avec les humains contre les marcheurs blancs avant. C'est une espèce de preuve de plus pour lui que les marcheurs blancs existent et qu'il faut vraiment s'unir pour les combattre. Sachant que je trouve ça un peu bizarre que ces murs ne dépeignent pas le fait que ce sont les dryades qui ont créé les marcheurs blancs. J'imagine qu'elles ont fait gaffe à ce que ça ne s'entende pas, quoi. Enfin bon, c'est un détail, ça, c'est un détail. Mais voilà, c'est intéressant. Et il y a Daenerys qui dit oui, je suis prêt à combattre pour vous, etc. Mais il faut que vous pliez le genou. Et Jon Snow qui justifie un peu plus sa conduite par rapport à l'épisode précédent en disant que ouais, le peuple du Nord est fier. Et ils vont pas, avec tout ce qui s'est passé durant ces dernières années, ils vont pas accepter de plier le genou devant un Sudien. Donc ça va être difficile, mais Daenerys dit oui, mais c'est votre peuple, ils vous suivent, sachant que ça fait pas des masses de temps quand même que son peuple le suit, quoi. C'est pas aussi simple que ça, quand même. Et voilà, quoi, il y a ce côté un peu délicat de la situation, une fois de plus, où Jon Snow ne serait pas contre ployer devant elle dans l'absolu, mais se dit que ce serait très difficile dans ce cas-là, surtout avec la fierté nordienne, et que, vous voyez, ce serait difficile pour lui de rassembler les gens derrière lui avec cet acte. Donc, ouais, il y a ce côté délicat hein, qui est appuyé, qui est intéressant. Alors, en tout cas, ouais, après ça, on se rend compte que c'est pas encore tout à fait aussi simple, que ça se règle pas encore tout de suite, même s'ils se sont plus ouverts. Il y a les nouvelles de ce qui s'est passé à Castral Rock, avec donc la flotte qui a été détruite et donc le château qui a été abandonné, donc ça se passe pas très bien pour les Immaculés. Alors c'est Varys et ses petits oiseaux hein, qui ont su les nouvelles rapidement, et Daenerys repart en mode ah ça m'énerve, hein, ça suffit comme ça suffit les approches rusées, ça me fait chier, je vais foncer sur leur château et tout détruire avec mes dragons. Et oui, ça fait 4 ou 5 fois depuis quelques saisons qu'elle nous la joue princesse vexée, hein, ça se passe pas bien, donc je tue tout le monde. Enfin bon, hein, je vulgarise un petit peu. Et la première fois, ok, vous savez, impulsivité, mais après tout ce qui s'est passé, si à chaque fois, faut la remettre un petit peu... la calmer un petit peu en disant, ouais... Les gens sont prêts à vous suivre parce que vous représentez une moralité forte et quelque chose qui peut promettre la paix. Si vous faites ça, vous serez juste vous passerez juste pour un despote comme les autres. Ouais, ça fait 4 ou 5 fois qu'on lui dit ça. Et ouais, cette fois c'est Jon Snow qui lui dit quoi, histoire de varier un petit peu la personne qui dit ça. Mais merde quoi, 4 ou 5 fois qu'on lui dit ça, je veux dire, elle aurait dû l'avoir compris. Et c'est ennuyeux dans le sens où, sérieusement, je comprends pas pourquoi vous mettez ça en avant à chaque fois, ce côté impulsif. À part si vraiment, au bout du compte, vous voulez montrer qu'en fin de compte, c'est pas censé être une bonne reine pour le pays. Alors que quand même, beaucoup de choses semblent plutôt indiquer le fait que ça serait davantage une bonne reine par rapport aux autres pour le pays. Vous savez, c'est un peu bizarre ça. Ce côté impulsivité, ça me plaît pas, je vais les buter direct, sans faire de discrimination, tout ça, c'est pas très fin, quoi. Et ça apporte rien, quoi. Vous pourriez sauter ce passage où elle se dit ah, je vais tous les buter direct avec mes dragons, tout ça, et juste dire ouais, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Ce serait pareil. C'est juste une petite minute à la con qui sert à rien. C'est un petit peu gênant, quoi, hein, de refaire ça plusieurs fois. C'est un détail pas anodin. C'est un détail pas anodin. Mais bon, apparemment, ça aura convaincu Daenerys qui fera autre chose. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. En tout cas, on voit ce qui se passe après avec Jon Snow qui essaye de sonder un peu plus les environs en parlant rapidement à Missandei et savoir pourquoi elle considère aussi hautement Daenerys, elle raconte leur histoire, etc. Il y a une espèce de mélange de culture, c'est-à-dire
Missandei a pas tout à fait les mêmes coutumes de là où elle vient que Jon Snow et compagnie, donc il y a une espèce de, de rencontre des cultures très intéressante là-dedans, c'est un bon petit moment, et c'est là que cette conversation est arrêtée par l'avenue d'un bateau déferné, hein, l'un des derniers, ou voire le dernier qui reste, et qui ramène donc les survivants du combat contre Euron, dont Theon. Donc voilà, retrouvailles entre Théon et Jon, et ce dernier a un peu de rancune envers lui pour tout ce qu'il a fait, même si lui est redevable de ce qu'il a fait à Sansa, et donc c'est pour ça que je te laisse en vie. Voilà, donc ça va pas être la grande entente comme c'était avant, trop tout de suite, quoi. Mais ça pourrait être pas mal, hein, comme je l'ai dit, j'en ai parlé avant, vraiment montrer comment ces retrouvailles se font, et la suite par rapport à ça, peut-être un lien qui pourrait se renouer, ce serait cool, vraiment, ce serait cool. C'est tout ce que j'espère. Theon veut demander l'aide de Daenerys pour aider à délivrer sa sœur, mais Daenerys n'est pas disponible tout de suite puisqu'elle a quelque chose d'autre sur le feu. Je vais y revenir dans pas très longtemps, mais avant ça, on va faire un petit retour en arrière sur ce qui se passe autour de Jaime et Bronn. Voilà, surtout Jaime, donc, il vient de conquérir au jardin, il me semble que c'est ça la demeure des Tyrell, et donc ils sortent le butin, les richesses du coin de la demeure pour les amener à Port-Réal et ainsi payer la banque de fer qui sera donc dans les petits souliers de Cersei quand ils seront payés. Ah, ça a l'air bien parti pour. On met un peu Bronn en avant dans cette introduction puisque voilà, il a toujours pas reçu ce qu'on lui a promis. C'est-à-dire ouais, il a un petit sac d'or avec lui, mais on avait promis une propriété et plus de richesses que ça, merde. Et Jaime lui dit oui, t'auras ça quand on aura gagné la guerre et il y aura plus à te faire de soucis sur le fait qu'on pourrait reprendre ta demeure ou quoi que ce soit, parce que oui, il demande s'il pourrait pas avoir au jardin, mais ouais, ça risque d'être repris par Daenerys, merde. Et c'est là que Bronn rétorque de façon assez intelligente, oui, parce que tu crois sincèrement que sous le règne de Cersei, ça va être paisible. Ça va être... ouais. Moment assez fort de personnage, on a donc notre troupe qui se déplace pour ramener l'or à Port-Réal, tandis que ouais, il y a un des chefs de régiment qui dit ah, il y en a, ça se traîne un petit peu à l'arrière, est-ce qu'on pourrait pas les fouetter? Jaime dit non, encouragez-les d'abord, quoi, avant de faire ça, histoire de montrer que c'est quand même un chef compréhensif. On essaye vraiment de le mettre beaucoup plus en avant, de rendre plus vertueux par rapport à beaucoup d'autres de sa famille depuis pas mal de temps. Celui-là, je pense vraiment qu'il a été grandement changé par sa rencontre avec Brienne. Hein. Sérieux, parce que avant ça, je trouve pas une seconde que c'était quelqu'un de très moralement sympathique. Mais là, vraiment, plus ça va, plus on essaye de le mettre en avant moralement, et c'est tout à fait bien amené, je trouve, hein, vraiment bien amené. En tout cas, ouais, il fait la rencontre d'un type rapidement, un écuyer, enfin c'est pas un écuyer, un jeune soldat, qui s'appelle Deacon. Là, on joue un petit peu là-dessus, il dit « Ah, tu t'appelles Rickon ?» Non, Deacon. Je ne m'appelle pas comme le fils de vos ennemis les Stark, s'il vous plaît. Je m'appelle Deacon. Oui, il y a... Il y a Bronn qui se moque un peu de son nom parce qu'il y a Dick dedans, c'est drôle. Et ouais quoi, c'est histoire de mettre en avant un petit début de quelque chose avec ces nouveaux soldats qui obéissent aux Lannister alors qu'avant ils obéissaient aux Tyrell et tout et tout. Et c'est là que ils se font attaquer. Alors il me semble que c'est peu après avoir amené l'argent à Port-Réal ou peu après avant. Il me semble que c'est peu après avoir amené l'argent à Port-Réal, mais ils sont pas tout à fait à Port-Réal quoi. C'est genre, ils sont quelques lieux après. C'est un peu bizarre dans le dialogue parce qu'il y a un des chefs qui dit l'argent a été amené à Port-Réal, mais ils sont toujours pas à Port-Réal eux. Donc, peut-être, il me semble, ça se trouve, je vais dire une connerie, hein, n'hésitez pas à me reprendre, qu'ils ont escorté l'argent et que c'est l'escorte de derrière. L'escorte d'avant, elle est au château, et l'escorte d'arrière, elle a genre plusieurs lieues de retard ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est pas clair. Honnêtement, c'est pas clair. Parce que voilà, juste à ce moment-là, ils se font attaquer par l'armée des Dothraki et par Daenerys qui se moche un de ses dragons. Carrément allumer les grands moyens. Et le souci que j'ai avec ça, alors c'est pas le principe, hein, oui, c'est pas parce que Jon Snow lui a dit ah, ne vous montrez pas meurtrière et après elle se montre meurtrière, bien entendu qu'elle va combattre directement l'armée, les soldats directs en première ligne qui sont face à elle. À un moment donné, il faut pas faut arrêter d'être con quand même. C'est logique, elle s'en prenne directement à l'armée en évitant les pertes civiles. Donc voilà, attaque directe des armées sur les plains, tout à fait logique. Le problème que j'ai avec ça, c'est
comment elle a fait pour se rendre là aussi vite? Il me semble que la flotte était quasiment décimée, donc ouais, j'imagine qu'il doit rester quelques bateaux, j'imagine quand même, mais ça a suffi à transporter une armée aussi importante de Dothraki, semble-t-il, dont aussi rapidement on verra Tyrion qui observera le champ de bataille de loin, donc ouais quand même quoi, il reste quand même pas mal de flotte, cette flotte-là qui n'était pas surveillée par Euron. Ce qui me paraît un petit peu bizarre parce que Euron, je pense qu'un des premiers trucs qu'il devrait faire, c'est surveiller les déplacements navaux. C'était une navale au pluriel. Est-ce que ça s'accorde? Il me semble que ça doit s'accorder quand même. Ouais, les déplacements navaux autour de Père Dragon. Ou alors, je sais pas, il était encore pas trop loin de Castral Rock après son attaque. Et donc le message a pu venir beaucoup plus rapidement en oiseau que eux en bateau, semble-t-il, ou un truc comme ça. Peut-être, je sais pas, sans doute. C'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème que j'ai, c'est comment ça se fait que, après tout ce qui s'est passé, après qu'ils aient vendu truc, etc., ils aient le temps de se déplacer, de savoir exactement où ils vont se trouver, ceux-là, et de préparer une attaque grande envergure comme ça. Alors que, parallèlement, Theon n'était toujours pas revenu du naufrage que lui a fait subir Euron. Il y a une logique de temporalité qui m'échappe là. Comment il a pu faire ça aussi vite? Comment il a pu se retrouver là avec toute son armée, son dragon si vite? Avec son dragon, ok, j'imagine qu'un dragon ça va très vite, ok. Mais toute l'armée de Dothraki derrière, ils se sont pas téléportés là quoi. C'est très discutable en termes de temporalité je trouve. Hein. Chronologiquement, il y a un truc qui va pas, hein, pour moi. N'empêche qu'une fois de plus, visuellement, c'est sublime et épique, je ne le nie pas. Et si j'essaye de pas trop prendre en compte le petit problème de temporalité, donc, c'est très fort comme moment, puisque c'est des représailles de la part de Daenerys qui s'en prend seulement, et je dis bien seulement, à l'armée, et qui veut montrer sa force en attaquant donc une grosse partie des effectifs de Port-Réal pendant qu'ils sont encore à couvert. C'est tout à fait logique comme approche, même si apparemment ça déplaît à Tyrion parce que ça nécessite des morts, mais à un moment donné... C'est la guerre, hein. C'est très difficile de faire plus que ça. J'imagine que Tyrion, ça le gêne un peu, surtout parce que il sait que son frère est là. D'ailleurs, il y a un petit moment assez fort par rapport à ça, j'y viendrai. Mais voilà quoi, donc l'armée dirigée par Jaime et légèrement par Bronn à côté se prépare à les combattre, mais ils se font assez vite laminer quoi. Ils sont largement dépassés par des Dothraki qui sont, je pense, beaucoup plus nombreux qu'eux, et surtout un dragon qui les enflamme par dizaines. Donc ouais, ils se font grandement dépasser par ça, et malgré quelques bons moments de combat, dont un autre parallèle, il me semble, avec la saison 2, où Deacon sauve Jaime d'un Dothraki qui s'apprêtait un petit peu à le tuer, un peu de la même manière que Podrick l'avait fait dans la saison 2 avec Tyrion. Je sens un petit peu qu'il y a un parallèle qui veut se faire par rapport à ça. Est-ce que ce Deacon va avoir un peu d'importance par la suite? Je sais pas trop, on verra. En tout cas, voilà, quoi, ils sont totalement dépassés, mais il y a Jaime qui se dit, ouais, il faut qu'on prépare la baliste qu'on a, donc ouais, c'est une baliste, hein, c'est pas juste... Voilà, à nouveau, hein, j'ai toujours un peu de mal avec certains termes. Est-ce que une baliste est juste une arbalète version mouse costaud, ou est-ce qu'il y a un peu plus que ça? Apparemment, c'est pas clair. En tout cas, c'est une baliste. Oui, prépare la baliste pour combattre le dragon, histoire de pouvoir avoir une chance de le blesser, de le tuer. Et ouais, quoi, Bronn se dit, merde, tu m'ordonnes ça, c'est à moi. Oui, parce que moi, il faut 2 mains pour le faire et j'en ai qu'une seule. Donc, Bronn accepte. Il y a un passage que j'ai trouvé à faire réfléchir. Personnellement, en bien ou en mal, c'est à voir ça. Mais à un moment donné, le mec risque clairement de crever avant d'atteindre la baliste et se rend compte que ça a l'air quand même bien fichu le combat. Mais il se dit, merde, je vais quand même foncer à la baliste. Laisser mon sac d'or derrière, histoire de bien montrer quoi. Il voit ce sac d'or avec lequel il a été récompensé. Il se dit, merde, je m'en occupe pas tout de suite, je vais combattre. Et c'est un peu bizarre ça.
Pour moi, dans le sens où ça a toujours été clair pour lui que ce qui importait le plus, c'était sa personne. Même s'il pouvait avoir de l'affection et du respect pour certaines personnes, c'est quand même lui qui mettait en avant en premier. Et ça me paraît, pour ma part, assez évident pour moi que dans cette situation-là, il devrait choisir de prendre le sac d'or et de se barrer. C'est un peu le truc. Mais non, il reste là jusqu'au bout. Il se dit, ouais, je vais aller jusqu'au bout, combattre, même si je suis bien parti pour crever. Et c'est un peu contradictoire avec son mode de pensée dans la saison 4. Dans la saison 4, on voit qu'il abandonne clairement Tyrion parce qu'il suit ses meilleurs intérêts. Mais là, il ne le fait pas. Parce qu'on est censé croire que, avec ce qui s'est passé entre lui et Jaime, l'espèce de camaraderie qu'ils ont formé, il se sent plus responsable, il a envie de participer quand même. C'est un peu bizarre. Je suis assez perplexe par rapport à ça, même si ça pourrait peut-être se justifier dans la suite. Donc c'est pour ça que je juge pas ça comme mauvais non plus, mais voilà, faudra que ça se justifie un peu dans la suite. Faut pas juste dire ouais, il a fait ça, il a obéi à son instinct et puis merde, ou même on va même pas adresser ça par la suite. Il faudra que ça soit adressé quoi. Parce que voilà, donc il se rend à la balise, c'est un autre moment super fort, on va dire visuellement c'est génial quoi. Cette espèce de grand combat sur les plaines avec énormément de figurants et puis un dragon bien incorporé et tout, waouh! À nouveau, hein, il n'y a pas énormément de séries qui peuvent se vanter de pouvoir faire ça. Hein. Vraiment, très peu de séries en live action qui peuvent se vanter de pouvoir faire ça. Donc, super fort, super doué ça. Et donc, voilà, il y a un moment super prenant quoi, où il a atteint la paliste, il vise le dragon, il y a une espèce de combat, de combat entre eux, où au bout d'un moment il arrive à le blesser avec une flèche de baliste, je sais pas comment ça s'appelle ça, vous m'excuserez, j'ai plus le terme en tête, je suis sûr que ça me parlera à bout d'un moment, mais bon, ouais, il arrive à le blesser et malheureusement ça suffit pas, mais le dragon est quand même bien amoindri et lâche quand même ses flammes sur la baliste avant qu'il puisse en tirer un deuxième coup et il arrive à se barrer in extremis. Il y a beaucoup de moments de tension, de suspense fort là-dedans où le dragon doit se poser un petit peu parce qu'il est blessé. Bronn donc est un petit peu mis à terre puisque la baliste est détruite et Daenerys se pose pour essayer de lui enlever le projectile pour calmer sa plaie. Et c'est là que Jaime, en voyant ce champ de bataille où tout le monde est un petit peu mort de son côté et où personne fait gaffe à lui, genre il n'y a aucun Dothraki qui vient attaquer quoi que ce soit, c'est une chance, hein. Mais bon, mise en scène, hein, j'ai vu l'argent pire à ce niveau-là. Il voit Daenerys qui est seule face à son dragon et se dit hey, il faut que je profite de l'occasion pour l'attaquer, quand même, la chef de nos ennemis et tout et tout. Et Tyrion qui l'observe de loin et qui dit ne fais pas ça, barre-toi, sois intelligent. Et il le fait quand même, il attaque. Ah non, espèce d'idiot frangin qui se dit Tyrion dans son coin. Et ouais, ça ne se passe pas très bien puisque le dragon il est blessé mais il n'est pas complètement miro. Il voit qu'il s'approche pour s'attaquer à Daenerys, donc il s'interpose pour lui cracher des flammes. Et c'est là que Bronn se jette pour le sauver rapidement des flammes in extremis et ils se retrouvent tous les deux dans une espèce de mare d'étang assez profond du coin à couler un petit peu, enfin surtout Jaime. Et ça se termine là, c'est le cliffhanger. Jaime qui perd conscience en étant sur le point de se noyer. Et ouais, j'imagine qu'il sera capturé de même que Bronn. Et donc Cersei se retrouvera toute seule, avec son Qyburn chéri, à nouveau. Donc ouais, c'est une belle représailles de la part de Daenerys, c'était pas mal. Le cliffhanger de fin, je vous cache pas que c'était un peu bizarre. Je sais pas, j'aurais pas particulièrement terminé comme ça, mais voilà, vous vouliez centrer ça sur Jaime particulièrement qui a essayé de faire une action de bravoure mais qui échoue, ok, sans particulièrement appuyer un quelconque épilogue ou une conclusion précise du combat, même si elle est assez évidente, je reconnais. Bah, c'est assez bizarre comme choix de conclusion d'image de fin, mais bon, ça se termine là. Enfin, cela dit, je pense pas une seule seconde que Jaime va crever tout de suite, hein. Je pense qu'il va être capturé, et j'espère que ce sera pareil pour Bronn, ce qui amènera, je pense,
une suite de la dynamique qu'il y avait entre lui et Tyrion. Ça serait très intéressant à voir ça. Voilà, c'est un épisode beaucoup centré sur les retrouvailles et sur la réminiscence des premières saisons, donc à ce niveau-là, j'avoue que c'était très efficace. Après, il y a quelques grossièretés logiques et quelques petits trucs autour de Daenerys qui me gênent de façon assez prononcée, ce qui fait que, même s'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup là-dedans, et vraiment beaucoup, je peux pas non plus adorer cet épisode. Je l'aime beaucoup, je l'adore pas autant que d'autres, voilà. Mais quand même très efficace sur beaucoup de points. Le combat était vachement prenant, plein de suspense pour le temps qu'il a duré. Pas mal de moments de personnages qui m'ont bien plu. L'épisode efficace. Cette saison 7, pour l'instant, elle me convainc plus que la saison 6. Et j'espère que ça va continuer comme ça. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!